Je m'appelle Socrate, fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais du fond de ma tombe, je contemple la philosophia perennis représentée par ces milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue. Mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse. Professeur, bonjour. Professeur, nous en sommes aujourd'hui au 8e numéro de notre émission de Magnétique d'Outre-Tombe, avec au menu comme thématique de la réflexion l'État, la morale et la politique. Nous avons prévu 4 ou 5 questions comme fil d'Ariane du débat. La première question est la suivante, professeur. Faites-nous la distinction qu'il faut établir entre les notions d'État, de nation et de patrie. Merci Socrate. L'Athénien, vous avez vécu dans une société, dans un État, mais vous avez surtout été un grand patriote Socrate. Qu'est-ce qu'un État, Socrate? Qu'est-ce qu'une république? Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce qu'une patrie? C'est des distinctions méthodologiques, mais qui sont extrêmement utiles quant à la vie civique de l'individu. Un État est une société organisée autour d'institutions, parmi lesquelles le pouvoir politique. Mais il y a également, en plus du pouvoir politique, des frontières. Il n'y a pas d'État sans frontières. Et en plus de cela maintenant, parmi les institutions, il y a des symboles, comme l'hymne national, comme voilà, la devise, etc., etc. Donc, un État, pour donner une définition plus classique, c'est l'ensemble des institutions, je dis bien institutions politiques, ensemble des institutions qui gouvernent une société dans un territoire donné. La notion de territoire elle-même faisant partie des éléments par lesquels on définit un État. Car, Socrate, l'État n'existe pas sans un pouvoir politique. Or, un pouvoir politique, il s'exerce à l'intérieur des frontières. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs, un des techniciens de la philosophie qui s'appelle André Lalande a défini l'État comme une société gouvernée, une société organisée, ayant un gouvernement autonome, jouant le rôle de personne morale à l'égard d'autres sociétés analogues avec lesquelles elle est en relation. Donc, tant qu'il n'y a pas de frontières reconnues par ses membres et reconnues par d'autres États, on ne peut pas parler d'État. Donc, bref, Socrate, l'État est un ensemble d'institutions qui organisent une société dans un territoire donné. Qu'est-ce que c'est qu'une république? Vous savez, Socrate, il y a eu sur cette terre des sociétés qui ont existé sans État. L'exemple, c'est les sociétés primitives. Dans les sociétés primitives, c'était la tribu, c'était le clan. On n'avait pas besoin d'État. Pourquoi? Parce que la société était restreinte, mais surtout c'était une société harmonisée, une société où il n'y a pas de conflit. Or, justement, l'État n'intervient que pour, en général, harmoniser la société, qui ne l'était pas,
il n'intervient en général que pour mettre de l'ordre, ou là où il n'y avait pas. Il n'intervient que pour donner à la société plus de cohésion. Donc, le fait qu'il y ait des sociétés sans État, ça nous montre que l'État est apparu à un moment donné dans l'histoire du développement des sociétés. Mais quel rapport avec la République? Autant il y a eu des sociétés sans État, il y a diverses formes d'État. Un État peut être une république, comme il peut être une monarchie. La différence, c'est quoi? République, Socrate, tu parles latin mieux que moi, c'est res publica. République, c'est une chose publique. Ça veut dire quoi? Une république, c'est un État dans lequel les institutions n'appartenant pas à une personne ou bien à une famille sont communes à tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel citoyen peut participer aux affaires de l'État et peut jouer les premiers rôles. Donc la République est une chose commune. Les institutions surplombent les individus. Les institutions n'appartiennent ni à des familles ni à des individus. Nous avons l'habitude de dire les hommes passent, les institutions demeurent. C'est ça la République. La République a des institutions. Ces institutions transcendent non seulement les individus, mais tous les pouvoirs politiques qui se succèdent. Donc c'est ça la République. Alors la nation. Nation a pour radical nation qui signifie naître. On est en général, ou bien en principe, sénégalais. On est en principe américain. Soit dit en passant, l'Amérique est un pays que tu ne connais pas, Socrate, mais dans ce pays-là, dès que je suis en avion et que je suis dans l'espace américain, si je suis une femme et que je donne naissance à un enfant, il est de nationalité américaine. À plus forte raison si je nais sous le sol américain. Donc on est la nation, elle est plus naturelle que l'État. L'État est en quelque sorte un ensemble d'institutions, mais un ensemble de rapports plus ou moins conflictuels. C'est des rapports de droit, l'État. Alors que la nation, elle est plus soudée, elle est plus homogène. Pourquoi? Une nation suppose en général, même si c'est très discutable, une histoire commune. Absolument. Une nation suppose une langue commune, ou bien des langues qui peuvent en tout cas interagir entre elles, se métisser et tisser des relations entre les différentes communautés. C'est discutable. Mais une nation, pour qu'elle existe, il faut surtout le sentiment naturel d'appartenance à un terroir. Je me reconnais d'abord comme Sénégalais, j'ai un sentiment nationaliste. Ma nation, je la vis au fond de moi-même, je suis attaché aux institutions de mon État, alors on peut dire que donc, je suis un nationaliste ou bien je suis un patriote. Justement, le mot patrie, patrie, ça signifie littéralement la terre des pères. Professeur, si vous permettez, je veux m'immiscer dans votre argumentaire. Bien entendu, Socrate, vous êtes le maître. Quand vous parlez de nation, vous mettez en avant les notions de naissance et d'appartenance à un terroir. Mais est-ce suffisant pour parler de nation quand on sait que dans votre monde, on entend d'outre-tombe des soubresauts de heurts, des barbaries, des guerres, d'ethnies ayant grandi dans le même terroir et qui se font la guerre dans des génocides, pour ne pas nommer un pays africain que vous connaissez sûrement. Socrate, vous êtes taquin parce que vous auriez pu quand même prendre l'exemple de la Grèce. Pourquoi la Grèce est tombée en ruine? C'est les guerres fratricides entre les cités-États. Mais bref, vous avez raison. La construction d'une nation, Socrate, elle se fait dans la durée. Une nation, elle se construit de façon progressive. C'est vrai, il y a un substrat culturel qui est là, il y a un substrat naturel qui est là, mais en même temps aussi, il y a une volonté des différents membres de vivre ensemble, de se souder. Et cette volonté-là, parfois, elle est appuyée par l'expérience vécue ensemble. De telle sorte que, donc, regardez Socrate, qu'est-ce qu'on a? On a des nations qui sont dans des diasporas. C'est quand même curieux.
Je prends l'exemple de ce qu'on appelle, nous, à notre époque, la nation juive. Mais la nation juive, elle a préexisté à l'État israélien. Parce que la nation juive, elle s'est toujours reconnue comme une nation, même éparpillée dans les différents pays du globe terrestre. Donc, ça montre quoi? Qu'il y a un sentiment naturel, qu'il y a une appartenance à des valeurs, il y a une reconnaissance de quelque chose qui nous est commun, comme notre culture, comme notre passé, comme notre destin, comme notre histoire. C'est cela d'abord, la nation. Maintenant, vient après la volonté de constituer un ensemble qui se cimente de jour en jour. La preuve, Socrate, votre question est extrêmement pertinente. Vous voyez, si on prend l'exemple d'un État comme les États-Unis, mais justement, le mot États-Unis, c'est plusieurs États. Des États même qui ne parlaient pas la même langue. Il y en a qui parlaient espagnol. Il y a beaucoup d'États hispaniques aux États-Unis. Il y a des États même où le français dominait. Il y a des États où l'anglais, des États où le portugais, etc. et même l'allemand. Mais aujourd'hui, moi je ne connais pas un peuple plus nationaliste que l'américain. Ça veut dire quoi? Que la nation, elle est construite. Mais pour qu'elle soit construite, qu'est-ce qu'il faut? En général, contrairement à ce que Rousseau dit, un État bien formé, un État pas providentiel, mais en tout cas un État qui est prévoyant, qui s'occupe très bien de ses citoyens, mais il finit toujours, Socrate, par leur inculquer un sentiment national. C'est comme un père de famille qui éduque bien ses enfants, qui pourvoit à ses besoins, qui leur donne des conseils. Les enfants vont l'honorer, les enfants vont se reconnaître en lui. Alors que Rousseau disait, en tout cas dans une de ses œuvres, que vous n'avez malheureusement pas lu, qui s'appelle Le Contrat social, dans une note en bas de page, Rousseau dit que pour construire un État solide, il faut commencer par lui donner un sentiment national. C'est pas fou. C'est pas fou. Parce que si les gens se sentent soudés, unis, proches naturellement, mais forcément, l'État va être solide. Il a raison. Par contre, un État où il y a des disparités, où il y a, comme vous le dites, beaucoup d'ethnies, où les gens ne se reconnaissent pas à travers un idéal, c'est un État qui n'est pas solide. Donc Rousseau a raison. Mais l'inverse également est vrai. Un État très bien organisé, qui enrichit, qui épanouit, qui libère et qui est garant de la dignité de ses citoyens, mais forcément, il leur inculque le sentiment national. Maintenant, quand ce sentiment est extrêmement puissant, c'est en ce moment qu'on parle de patriotisme. Le patriotisme, en réalité, n'est que du zèle, en quelque sorte, apporté à ce sentiment national. Donc, ce sont des distinctions méthodologiques, mais parfois, malheureusement, nous les confondons dans le langage ordinaire ou bien dans le langage du sens commun. Merci beaucoup, professeur. Nous en passons maintenant à la deuxième question prévue. Comment pouvez-vous expliquer, professeur, l'apparition de l'État avec ses institutions et le pouvoir qu'il incarne en rapport avec le désir de liberté des individus? Très bien. C'est un paradoxe, Socrate. C'est un paradoxe d'ailleurs qui s'est posé à ton époque. Les hommes sont tellement imbus de liberté qu'on comprend parfois mal qu'ils acceptent toutes ces restrictions dans l'État. Il y a tellement de lois dans l'État. Or, qu'est-ce qu'une loi? Une loi est une règle de portée générale et impersonnelle. Mais a priori, qu'est-ce que fait la loi? Elle prescrit ou bien elle proscrit? Prescrire, c'est ordonner. Proscrire, c'est interdire. Mais dans les deux cas, imbu de liberté, que dès que nous voyons une contrainte, la contrainte elle-même devient un ennemi pour nous. Par conséquent, il y a lieu de se poser la question de savoir comment se fait-il que les hommes aient accepté de vivre en société et surtout dans un État qui non seulement repose sur des lois, mais également sur un pouvoir politique. Or, qu'est-ce qu'un pouvoir politique? Un pouvoir politique, c'est la capacité qu'a un homme ou bien un groupe d'hommes, le gouvernement, de commander et de se faire obéir. C'est la capacité qu'a un homme ou un groupe d'hommes d'amener d'autres hommes, le peuple, les citoyens, à faire ce qu'ils n'auraient pas fait de leur propre volonté. Je donne un exemple. Moi, je suis en train présentement de faire une émission dans une télé qui s'appelle Teranga Sénégal TV. Demain,
l'État peut décider que cette émission que nous sommes en train de faire est extrêmement subversive et qu'elle pervertit les jeunes et l'arrêter. Donc, c'est pour vous donner une image du pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est cette capacité qu'a un homme de décider à la place d'une multitude. Or, comment cela est-il possible? D'où vient cette prérogative qu'a un président, des ministres, des députés, bref, d'où vient cette prérogative des gouvernants à nous gouverner et à nous imposer même dans une certaine mesure ce qui est censé être leur volonté, même si ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alors, nous disions tout à l'heure, Socrate, que la société est régie par des normes. Mais nous avons choisi de vivre en société parce que nous y avons trouvé notre intérêt. L'homme ne vit pas en société pour rien. Il sait parfaitement que s'il est isolé, sa vie est en péril. Donc il est obligé de vivre en société. Quand nous vivons en société également, il y a des lois. Il y a des lois, mais ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait des sanctions. Tout cela est bon. Mais il y a encore un autre enjeu, un autre défi, je veux dire. Le défi, c'est quoi? Nous, société unie, mais nous ne pouvons pas tous les jours, tout le temps nous regrouper pour prendre des décisions. Or, il y a des décisions ponctuelles. Est-ce qu'il faut forer un forage à Kermadjabel? Est-ce qu'il faut faire un pont à Ngoumsan? Est-ce qu'il faut faire une gendarmerie à Tchaoulène, à Rufisque? Ces décisions ponctuelles, qui doit les faire? Un peuple ne peut pas tout le temps se regrouper pour prendre des décisions particulières. D'ailleurs, un auteur comme Rousseau pense que la fonction même, ou bien la nature même du peuple, interdit que ce peuple-là prenne des décisions particulières. D'où la nécessité d'avoir un pouvoir politique, ou bien en tout cas un État. Donc, cet État-là dispose d'une autonomie relative. Pourquoi? Parce qu'il y a des tâches particulières à entreprendre, la collectivité ne peut pas le faire, alors les membres de l'État, qui ne sont que, selon Rousseau en tout cas, des commis, sont chargés de faire ces tâches particulières. Donc c'est cela le pouvoir politique. Alors ce pouvoir politique par conséquent, pour Rousseau, il n'y a pas de pouvoir chez les chefs. C'est le peuple qui a le pouvoir. Mais dans les faits, nous savons nous tous que le président de la République du Sénégal, il a un pouvoir de décider. Et que parfois, il prend des décisions qui ne sont pas à notre convenance. Donc, en théorie, le pouvoir est entre les mains du peuple, c'est vrai. Mais dans la pratique, est-ce que le peuple ne délègue pas une partie de son pouvoir? Or, si le peuple délègue une partie de son pouvoir, qu'est-ce qui nous garantit que celui qui en bénéficie ne va pas en abuser? On me répondra, si, il peut en abuser, mais le peuple pourra toujours résister. Tant que le peuple est un peuple, il a son pouvoir, parce que si le peuple le veut, demain, le président de la République sera déchu. Par conséquent, le pouvoir politique émane de notre volonté. Les lois émanent de notre volonté. Donc, obéir à un pouvoir politique, qu'il soit entre nos mains ou bien qu'il soit entre les mains d'un autre, en fin de compte, c'est obéir à nous-mêmes. Rousseau a dit, celui qui obéit à la loi, qu'il s'est prescrit lui-même, alors il est libre. Parce que c'est ça ce qu'on appelle l'autonomie. Donc, sous ce rapport-là, il y a un État, il y a des institutions, il y a un pouvoir politique, mais ce pouvoir politique-là, en principe, il est là pour l'intérêt général. Il est là pour la collectivité, il est là pour les citoyens. Par conséquent, le fait que les citoyens soient soumis à l'État, parfois c'est contraignant. Mais c'est une contrainte nécessaire, comme disait toi le Rousseau. Si quelqu'un ne veut pas obéir, si quelqu'un ne veut pas être libre, il faut le forcer à être libre. Donc il faut forcément qu'il y ait quelqu'un, d'abord pour nous faire obéir, mais ensuite pour prendre des décisions ponctuelles. Parce que nous ne pouvons pas, en tant que corps social, nous regrouper à chaque instant et prendre des décisions ponctuelles. Donc voilà, Socrate, comment expliquer la légitimité du pouvoir politique. C'est un pouvoir qui, en fin de compte, est le résultat du contrat social que nous faisons, ou bien du pacte social que nous faisons en tant que nous sommes des individus. Mais une fois que nous faisons ce pacte social, nous sommes devenus des citoyens. Autrement dit, nous sommes à la fois des commandeurs et des obéissants. Nous commandons au sens où la loi émane de notre volonté,
et c'est nous qui avons le pouvoir, mais nous obéissons en même temps également. Pourquoi? Parce que les lois, nous savons parfaitement que si nous ne les obéissons pas, alors notre liberté est en péril. Merci beaucoup, professeur. La troisième question que nous avons prévue est la suivante. La politique, selon vous, est-elle un art, professeur? Apprend-on à gouverner correctement? Voilà une question piège, Socrate. Parce que pour savoir si la politique est un art, il faut savoir deux choses. D'abord, qu'est-ce que la politique? Et ensuite, qu'est-ce que l'art? La politique, qui vient du mot police, est définie depuis l'Antiquité comme l'art de gérer la cité. Ce qui répond en principe à votre question. Si c'est l'art de gérer la cité. Mais, qu'est-ce que l'art? Le mot art est extrêmement polysémique. L'art, ça peut être tout savoir-faire, mais l'art peut être utilisé également dans un sens esthétique. Nous parlons des beaux-arts, par exemple. Et enfin, l'art peut être utilisé au sens technique. Dans tous ces sens-là, votre question devient redoutable. Très complexe. Si la politique est l'art de gérer la cité, c'est parce que c'est l'art de gouverner. Or, gouverner, c'est quoi? C'est prendre des décisions pour une multitude, lesquelles décisions s'imposent à cette multitude-là, mais surtout prendre des décisions par rapport à un leadership et par rapport à une vision. Alors ça demande quel art? Ça demande un art de l'efficience et de l'efficacité. La politique peut être considérée comme une technique, au moins pour deux raisons. La première raison, Socrate, c'est qu'à notre époque, nous avons ouvert des universités. Et dans ces universités, nous avons des facultés qui s'appellent sciences juridiques et politiques. Les gens qui sont appelés peut-être à être les commis de l'État, ils sont formés dans les sciences juridiques et techniques. Quand ils sortent, ils ont la science, mais ils vont la mettre en pratique. Donc c'est une technique. La politique requiert une certaine technicité, parce que pour prendre certaines décisions, il faut avoir des connaissances précises. Il faut être un expert en droit, par exemple. Il faut être un expert en géologie, pour savoir où il y a pétrole, etc. Il faut être expert en matière de commerce international. Donc l'État a besoin d'experts. Par conséquent, la politique est une technique dans ce sens précis, où la technique, c'est l'application de la science. Mais il y a encore mieux. Deuxièmement, si la politique est une technique, ça veut dire quoi? Qu'en politique, seule l'efficacité compte. Seule l'efficacité compte. Ah, mais si on dit que seule l'efficacité compte, la conséquence, c'est quoi? Où est la morale? Autrement dit, l'homme politique le plus habile, c'est celui qui fait tout son pouvoir, tout ce qui est possible et imaginable pour accéder à ses fins. Quel qu'en soit le prix et quelle que soit la transgression qu'il peut faire par rapport à la morale. Or, cette théorie Socrate, selon laquelle la politique est une technique, ça veut dire quoi? Que la politique n'a pas à se fonder sur des considérations morales. C'est aussi simple que ça. Elle ne vise que l'efficacité. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce que la morale? Plusieurs définitions sont possibles. Mais la morale, c'est un ensemble de règles, un ensemble de valeurs qui nous sont édictées par notre raison. C'est une définition selon laquelle la morale, en tant que commandement de la raison, a une portée universelle. Mais quelqu'un peut me dire non. Moi, je pense plutôt que la morale, c'est un ensemble de mœurs, un ensemble de normes appartenant à une catégorie sociale, appartenant à une société ou bien à une culture. Dans ce cas, la morale n'est plus universelle, elle est relative. Mais vous voyez, Socrate, que là, on a un premier problème. Le premier problème, c'est que ceux qui disent que la politique n'a pas à se fonder sur la morale, ils ont raison. Ils ont raison d'abord parce que la morale est relative, mais ils ont raison ensuite parce que si la morale est universelle, tout le monde sait ce que c'est le bien et le mal. Tout le monde sait que voler n'est pas bon. Et pourtant, il y en a qui volent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la morale est impuissante à nous faire faire le bien. Et c'est parce que la morale est impuissante à nous faire faire le bien que nous avons institué l'État. Donc, sous ce rapport, la morale, l'État, l'émanation de l'État, l'institution de l'État, l'érection de l'État est un aveu
d'échec et d'impuissance de la morale, parce que la morale n'est que simple disposition subjective à faire le bien. Mais elle n'est pas nantie cette disposition de la sanction. Alors que l'État, justement, a la capacité, il a du moins la capacité de sanctionner. D'ailleurs, un auteur, un de vos disciples, Hegel, philosophe allemand du 19e siècle, a dit quelque chose que les gens oublient souvent. Quand Hegel dit l'État est l'idée morale en acte, il est en train de confirmer ce que je disais tout à l'heure. L'idée morale en acte, évidemment, il prend cette expression en acte de votre arrière-disciple Aristote. Aristote distingue ce qui est en puissance de ce qui est en acte. En acte, c'est-à-dire effectif, c'est-à-dire réel. Or, ça veut dire quoi dans l'esprit d'Hegel? Mais ça veut dire que la morale, elle est simple potentialité, elle est simple disposition intérieure qui manque d'effectivité. Par conséquent, qu'est-ce que les hommes ont fait? Sachant que la loi morale, elle est impuissante, elle est faible, elle est fragile, elle ne peut pas pousser les hommes à être raisonnables et à avoir des comportements rationnels, alors ils ont extériorisé la morale sous la forme de lois positives. Ils ont extériorisé la loi morale sous forme d'une institution qu'on appelle État. Donc, sous ce rapport-là, l'État est effectivement la réalisation de la morale. Donc, sous ce rapport-là, effectivement, c'est parce que la morale est impuissante qu'on a besoin de l'État. Et donc, l'État ne peut pas revenir encore et fonder son fonctionnement sur la morale. Donc, sous ce rapport-là, l'homme politique, on va le juger par rapport à son efficacité. C'est également, d'ailleurs, à peu près le point de vue d'un auteur qui s'appelle Machiavel. Machiavel dit que la politique ne peut pas se fonder sur un impératif catégorique. Pourquoi? Parce que tout simplement, les hommes ne sont pas vertueux. Pourquoi moi, homme politique, devrais-je gouverner par la vertu des hommes qui eux-mêmes transgressent la vertu toutes les fois qu'ils peuvent le faire? Alors si je le fais, évidemment, je cours à ma perte. Donc voilà pourquoi, selon Machiavel, au lieu de la vertu, l'homme politique doit cultiver la vertu. C'est quoi la vertu? La vertu, c'est une disposition presque innée qui consiste à connaître dans toutes les situations, comme par inspiration, la solution la meilleure et la prendre, sachant que donc c'est la solution qui va mener à la réussite. Donc un homme politique vertueux et non pas vertueux, c'est un homme politique qui est habile. Alors sous ce rapport-là, l'homme politique, on le juge par rapport à ses résultats, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui compte pour le peuple? Ce qui compte pour le peuple, c'est la préservation de sa liberté. Or, la préservation de sa liberté, mais c'est d'abord la sauvegarde de ses frontières et de l'intégrité du territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un président, un gouvernement, un État qui ne peut même pas garantir la paix intérieure dans une société? Ce n'est pas un État. Mais également, un homme politique, on le juge en fonction des résultats qui contribuent à l'épanouissement de son peuple. Donc, sous ce rapport-là, on ne va pas le juger s'il est vertueux, s'il n'est pas vertueux. Parce qu'être vertueux et être impuissant à épanouir son peuple, quel effet? Quelle utilité? Être vertueux et mener son peuple à la faillite, mener son peuple à la guerre civile, mener son peuple à l'aliénation, mener son peuple à l'anarchie. Nous savons, nous tous, que les hommes en société, il leur arrive parfois d'abuser de leur liberté. Donc si moi, politicien, ou bien homme politique, ou bien homme d'État, si je veux les gouverner par la morale, alors que eux, ils font des actes immoraux, alors la société court à sa perte. Et si la société court à sa perte, qui va être jugé? C'est moi qui vais être jugé, du moins la déliquescence de la société me sera imputée. Et la postérité ne jugera jamais de moi en termes il était vertueux, mais non, est-ce qu'il était efficace? Donc sous ce rapport-là, on peut dire que la politique est une technique au sens où art signifie technique. Mais la question Socrate peut également se prendre et se comprendre d'une façon totalement opposée. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que Socrate, si je dis l'art, c'est le savoir-faire qui repose sur la créativité et le désintéressement. Alors là, la réponse devient totalement différente. Pourquoi? Un artiste, par définition, un artiste, c'est quelqu'un qui crée une œuvre d'art, mais de façon désintéressée.
Pour parler comme les modernes, comme Théophile Gautier, tout ce qui est utile est laid. La finalité de l'œuvre d'art, c'est la beauté. Quelles leçons devrions-nous, nous, citoyens et hommes politiques, devrions-nous en tirer? C'est que la politique la meilleure, c'est celle qui est faite de façon totalement désintéressée. Un homme politique, pour prendre les formules de Max Weber, le meilleur, c'est celui qui vit pour la politique et non de la politique. Un homme politique qui vit de la politique n'est qu'un mercenaire. Vivre de la politique, ça veut dire quoi? Exercer le pouvoir, concourir à assumer des postes, tout simplement pour la récompense financière ou bien matérielle qu'on va en tirer. Mais vivre pour la politique, c'est vivre comme un héros africain qui s'appelle Nelson Mandela. Ça veut dire quoi? Un homme politique, il porte en lui un idéal. Il aime l'humanité et aime les hommes d'un amour tellement grand qu'il est prêt à sacrifier sa vie. Il est prêt à faire la prison parce qu'il veut réaliser cet idéal-là. Ce qu'il va avoir comme gain matériel, ça ne le préoccupe pas. Ce qui le préoccupe, c'est la reconnaissance de ses concitoyens. Ce qui le préoccupe, c'est l'épanouissement, c'est la libération de son peuple. Celui-là fait de la politique un sacerdoce. Il est en mission. C'est un vicaire pour sa société, c'est un vicaire pour son époque, c'est un vicaire pour l'humanité. Donc lui, il vivra pour la politique. Voilà l'homme politique idéal. C'est vrai, Max Weber semble dire que c'est pratiquement impossible. Par conséquent, l'idéal serait que l'homme politique soit à la fois celui qui vit de la politique et qui vit pour la politique. Mais moi, personnellement, Socrate, si on me demandait mon choix, je dirais que l'homme politique meilleur, parce que pour moi, c'est possible. Nelson Mandela l'a fait. Barack Obama, même s'il n'est pas du même pays que moi, il l'a fait. Julius Nyerere, il l'a fait. Kwame Nkrumah, il l'a fait. Et même encore d'autres donc, qui sont à des niveaux inférieurs. Parce que je peux être, moi, un gouverneur quelque part, dans un État ou bien dans une société. Je peux être un gouverneur dans une région. Je peux être un préfet dans une région et le faire par obligation morale ou bien le faire par amour. De la même manière qu'un père de famille Socrate, il sert sa famille. Il rend service à ses enfants. Il a du plaisir à le faire. Il n'attend même pas que ses enfants lui disent merci. Il n'attend pas une quelconque récompense. De la même manière, un homme politique, le meilleur, c'est celui qui servirait son peuple et qui peut-être, comme unique récompense, serait la reconnaissance et l'admiration de ses citoyens. Donc voilà pourquoi, sous ce rapport-là, on peut parfaitement dire que la politique est un art au sens où l'homme politique devrait être désintéressé. Et d'ailleurs, justement, là, Machiavel a tort dans ce cas. Si la politique doit être désintéressée, la preuve, si la politique ce n'est que l'efficacité, on balance la morale par-dessus bord, mais il y a un problème grave. Dans ce cas de figure, comment l'homme politique il pourrait exiger une quelconque obéissance des citoyens? L'homme politique exige un pouvoir, une obéissance, parce que son pouvoir est légitime. Or, Socrate, la légitimité est un concept moral. Donc voilà qui nous montre que exclure la politique, la morale de la politique, ça ne marche pas. La preuve. Si on dit la politique c'est l'efficacité, mais qu'est-ce qui m'empêche moi de mentir, de comploter, de prendre des armes pour venir renverser le pouvoir? Si on exclut la morale de la politique, tous les pouvoirs politiques et tous les États sont instables. Et il n'y a plus de légitimité, il n'y a plus de devoir d'obéissance. Voilà pourquoi d'ailleurs, moi j'aime particulièrement une idée de Kant qui se trouve dans un livre qui s'appelle Projet de paix perpétuel. Kant a dit, la politique ne pourra pas faire un pas avant d'avoir rendu hommage à la morale. Et il a raison. Imaginez une société qui serait gouvernée selon le principe seulement de l'efficacité. Mais cette société serait une société qui se détruit elle-même.
ce pouvoir serait un pouvoir qui se détruit. Pourquoi? Parce qu'il montre aux citoyens que c'est le mensonge, c'est la calomnie, c'est le vol, c'est la concussion, c'est le mal qui me permet de réussir. Mais il est en train de bâtir l'école de la félonie. Il est en train de bâtir l'école de la contestation. Il est en train de bâtir l'école de la révolte. Or, qu'est-ce que c'est qu'un État où les citoyens sont dans la révolte permanente? Donc, vouloir gouverner uniquement en ayant en vue l'efficacité, c'est donner une très mauvaise leçon aux citoyens. Or, le leadership, Socrate, vous nous l'avez appris, c'est l'exemplarité. Absolument, Socrate. C'est quoi l'exemplarité? Un vrai leader, c'est celui qui fait des émules. Un vrai leader, c'est celui qui, lorsqu'on le voit, on veut être comme lui. Tous les Sud-Africains se reconnaissent, qu'ils soient blancs, noirs, indiens, dans la personne de Nelson Mandela. Parce qu'il porte. Il est l'incarnation d'une vertu, de valeur, je veux dire d'un idéal, que tous voudraient incarner. Un homme politique, le meilleur, c'est celui, quand il règne, il fait de telle sorte que, lorsqu'il quitte, il aura, avant de quitter, fabriqué plusieurs Mandela, plusieurs Socrates, plusieurs hommes d'État. C'est ça l'exemplarité, c'est ça le leadership. Le leadership, ce n'est pas seulement la vision, ce n'est pas seulement la vertu, mais c'est la capacité à déteindre sur un ensemble de citoyens qui pourront demain exercer la même fonction que moi. Le pire homme politique, Socrate, le pire homme politique, le pire, c'est celui qui prétend être un génie et qui, lorsqu'il vient l'heure de quitter le pouvoir, il n'a personne pour le remplacer. Ça, c'est le pire homme politique. Professeur, permettez-moi de rebondir sur cette question intéressante. Rapport entre politique et morale. Je trouve que c'est un débat aussi passionnant que délicat. J'ai souvenance d'un texte magnifique de Maurice Joly qui s'appelle Dialogue entre Machiavel et Montesquieu aux enfers. Tout à fait. Texte dans lequel le vieux Machiavel se défend de ceux qui ont passé leur temps à jeter l'opprobre, l'insulte contre sa personne. Machiavel dit la chose suivante pour se défendre. Mon seul tort a été de dire à l'humanité la vérité. Non pas la vérité telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est et telle qu'elle sera toujours. Absolument. Absolument. Si on en croit cette défense de Machiavel, défense d'outre-tombe, puisque nous parlons de magnétique d'outre-tombe, ne peut-on pas penser que parfois on fait à Machiavel au mauvais procès dans la mesure où le prince peut faire le bien s'il peut, mais doit être apte à faire le mal s'il faut. Et donc, il ne s'agit pas de mal pour le mal. Moi, je pense que l'homme politique n'a pas le luxe d'un homme moral. Un homme moral, il peut être dans des convictions figées, s'interdire de faire le bien et rester, s'interdire de faire le mal en restant dans le bien. Dans les règles de la morale, celui qui fait le bien récolte le bien, celui qui fait le mal récolte le mal. Mais en politique, il en va tout autrement, vous le considérez. Parce que parfois en politique, pour réaliser de grands desseins, on passe par un mal nécessaire. Donc moi je pense quand même que parfois l'opinion a tendance à ressasser une idée en opposant politique et morale, mais il me semble que parfois nous sommes dans deux registres différents. L'homme politique est parfois obligé de choisir non pas entre le bien et le mal, mais entre le pire et le mal. Mais vous avez tellement raison, Socrate. La preuve, au début, nous avons évoqué le problème en parlant de l'impuissance et de l'insuffisance et de l'incertitude de la morale. La morale est incertaine. D'abord parce que personne ne sait ce qui est bien, absolument. Ce n'est pas évident de savoir dans certaines circonstances ce qui est bien, d'abord. Ensuite, elle est incertaine parce qu'elle n'est pas fiable. Elle n'atteint pas toujours ses résultats. Mais vous avez raison. Vous avez raison, Socrate. Machiavel. Mais Machiavel, les gens l'oublient. Machiavel, c'est le père, c'est le fondateur de la science politique. Il fait de la science. Or, la science, Socrate, elle est axiologiquement neutre. La science ne s'occupe pas du bien, elle ne s'occupe pas du mal. Elle s'occupe de la vérité, elle s'occupe des faits. Machiavel, qu'est-ce qu'il a fait?
Mais Machiavel a fouillé l'histoire des hommes. Il a fouillé l'histoire des empires. Il a vu comment certains empires se sont élevés et il a vu comment certains empires ont connu la décadence. Il a compris quels sont les ressorts qui permettent à un homme de gouverner et de s'en sortir, et ressorts sans lesquels tout gouvernant court à sa perte. Ce qui intéressait Machiavel, c'était de dire les choses telles qu'elles sont, comme vous l'avez dit toi de Socrate, et non pas telles qu'elles voudraient être. Justement, pourquoi devrait-on gouverner les hommes de façon vertueuse, alors que les hommes eux-mêmes, ils ne le sont pas? Ce serait absurde. Si les hommes étaient suffisamment vertueux et raisonnables, mais les hommes n'auraient pas besoin d'être gouvernés. L'État lui-même deviendrait superflu et il disparaîtrait de lui-même. Donc, sous ce rapport, on ne peut pas reprocher à Machiavel, d'ailleurs, dans l'absolu, Machiavel a dit quelque chose qui est très important. La religion et la politique elle-même, la religion et la morale, excusez-moi, la religion et la morale elle-même, mais en fin de compte, ce sont des instruments politiques. Absolument. La religion ne peut pas être pour le prince la fin suprême. Non. La morale non plus. Pourquoi? Mais c'est bien parce que Socrate, pour que je puisse penser à la religion et prier correctement, il faut la paix et la concorde. Pour que je puisse m'abstenir de voler, il faut qu'il y ait la paix et la concorde. Nous sommes tous vertueux, nous voulons l'être. Mais en cas de détresse, est-ce qu'on ne vole pas? En cas de situation extrême, en temps de guerre, tout le monde vole. Voilà pourquoi on ne peut pas fonder l'action politique sur des impératifs catégoriques. Parce que la religion, la morale, elles n'ont de sens, elles ne sont effectives que dans une société où il y a la paix et la concorde, là où il y a l'harmonie. Or, pour assurer ça, il faut un État. Donc, sous ce rapport-là, en principe, c'est l'État qui devrait être au-dessus de la morale, c'est l'État qui devrait être au-dessus de la politique, sauf peut-être pour les sociétés qui ont choisi la voie des États théocratiques. Et même dans ces États-là encore, parfois il arrive des situations tellement compliquées qu'il est obligé de consulter. Mais même en consultant le chef, il se rend compte que donc la réponse n'est pas évidente. Pourquoi? Parce qu'aucun État n'est isolé. Nous sommes dans une sphère qu'on appelle le monde, qui est globalisée. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, un État qui veut fonder sa gouvernance sur des préceptes religieux, alors que le reste de l'univers avec lequel il est en relation fonde ses principes sur la laïcité? Ça pose un problème. Donc, sous ce rapport-là, vous avez parfaitement raison. On fait un très mauvais procès à Machiavel. Les gens confondent machiavélisme et machiavélique. On peut gouverner par le machiavélisme sans faire preuve de machiavélique. Parce que l'adjectif machiavélique est un peu péjoratif. Les gens n'entendent que le mal, le mensonge, l'hypocrisie, la sournoisie, la tromperie. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Machiavel n'a jamais conseillé à un prince de choisir la malhonnêteté ou bien la violence. Mais il sait et il le dit que la violence est absolument nécessaire. Donc, celui qui veut gouverner, il doit savoir que les États d'hier comme ceux d'aujourd'hui ont deux principaux fondements. Les bonnes lois et les bonnes armes. Si tu n'as que de bonnes lois, sans avoir de bonnes armes, tu ne marches pas. Si tu n'as que de bonnes armes, sans avoir de bonnes lois, tu es cruel. Donc l'homme politique, comme vous l'avez dit, doit pouvoir naviguer entre ces deux extrêmes. Merci beaucoup, professeur. Nous en arrivons maintenant à la quatrième question prévue pour la maïeutique de ce soir. Question portant sur la démocratie. Il semble que dans votre monde, les pays sont respectés, sont considérés par leur capacité, par leur ancrage à la démocratie. Mais ne peut-on pas voir dans la démocratie un régime quelque peu imparfait? Autrement dit, je pose ma question autrement, la démocratie, peut-on voir en elle le meilleur régime politique? Vous avez raison, Socrate, de poser cette question, parce que c'est vous qui avez créé la démocratie en Grèce, mais la démocratie, elle est devenue universelle. Et bien qu'étant universelle, la démocratie se forme de façon très diverse.
les peuples et les pays vivent en démocratie, mais sous des formes extrêmement variées et parfois même très opposées. Vous avez raison de poser la question de savoir est-ce que la démocratie est le meilleur régime politique ou bien le régime le moins parfait. Il y a la monarchie, il y a l'aristocratie, il y a la théocratie, il y a tout. La démocratie, elle repose sur un certain nombre de principes, l'égalité, la liberté, la séparation des pouvoirs et le principe de la vie majoritaire. Mais nous savons, vous et moi, Socrate, que l'une des causes de la décadence de la démocratie grecque, c'est ce que Platon a souligné dans son œuvre qui s'appelle La République, et où il vous donne la parole. Dans une société démocratique, les citoyens sont ivres de liberté. Et parce qu'ils sont ivres de liberté, mais ils en abusent. Et quand ils en abusent, c'est l'anarchie. Donc l'anarchie est une des possibilités de risque de déviance de la démocratie. Mais il y a autre chose. Dans une démocratie, le principe de la sélection, c'est quoi? C'est la popularité. Dans une démocratie, ce qui différencie les hommes, c'est la popularité. Or, dans une démocratie, il y a des populistes, il y a des démagogues. Ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, en démocratie, celui qui a le plus grand nombre, il a raison. Or, comme vous disiez, vous, Socrate, c'est absurde, ça. C'est absurde de dire que celui qui a le plus grand nombre, il est meilleur. C'est comme si poser une question en mathématiques, 4 fois 4, et interroger les gens. Si tout le monde est égal 4, donc c'est vrai, c'est absurde. Ça donne quoi? Que dans une démocratie, en fin de compte, n'importe qui, à condition qu'il soit populaire, peut accéder aux affaires. Ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, le mérite n'existe pas en démocratie, que la qualification n'existe pas, que surtout ce qui est le plus grave encore, dans une démocratie, le fait d'être vertueux, ça ne sert pas à grand chose. Donc, voilà pourquoi la démocratie, je ne peux pas dire qu'elle est meilleure, mais je vais dire qu'elle est peut-être la moins parfaite. Parce que aussi, vivre en monarchie, c'est courir le risque de ce dont je viens de parler. La moins imparfaite, peut-être. La moins imparfaite. La moins imparfaite, c'est un lapsus. Donc la moins imparfaite, parce que vivre en monarchie, c'est courir les mêmes risques que je viens de dénoncer. Vivre en théocratie, même chose. Vivre en aristocratie, même chose. Parce que toutes les aristocraties, comment elles finissent? Toutes les aristocraties finissent en oligarchie. Des cercles fermés qui exercent le pouvoir pour lui-même. Dans les monarchies, en général, la monarchie, elle finit comment? Dans la tyrannie, dans la dictature. Donc, sous ce rapport-là, quand on compare la démocratie aux autres régimes, elle est plus conforme à la dignité de l'homme. Elle est plus conforme à la liberté de l'homme. Or, la liberté de l'homme, c'est son essence. Donc, là où les autres régimes déshumanisent l'homme, la démocratie contribue à l'humaniser. Néanmoins, elle a ses imperfections. Par exemple, toute démocratie tend à tendre vers l'anarchie. Mais également, dans toute démocratie, autant il y a abus de liberté, il y a possibilité qu'il y ait abus de pouvoir. Merci, professeur. Je retiens de votre réponse la vérité suivante. Si les hommes étaient capables de faire le choix le meilleur parmi les prétendants qui sont en compétition dans les joutes politiques, la démocratie serait un régime parfait. Mais parfois, le choix mal éclairé des citoyens fait tomber la démocratie dans une forme de tyrannie des incompétents. Vous êtes en train, Socrate, de reprendre textuellement la conclusion, ou bien en tout cas l'avant-dernier paragraphe du livre qui s'appelle Contrat social, écrit par un de vos disciples, en l'occurrence Rousseau, dans le livre 2, chapitre 4. L'avant-dernier paragraphe, c'est ça. C'est une phrase terrible. Rousseau dit, s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Merci beaucoup, professeur, de ce brillant rappel. Voici déjà arrivé l'heure de nous quitter. Moi pour me rendormir dans mon lit, et vous pour remonter à cheval et reprendre le chemin du foyer conjugal. Bien des choses à votre dulcinée et à vos enfants. À très bientôt pour notre séance de maïeutique. À très bientôt, Socrate. Je m'appelle Socrate.
Fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais du fond de ma tombe, je contemple la philosophia perennis représentée par ces milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue, mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse. Professeur, bonjour.